Allô, moi c'est Isabelle. Et moi c'est Emmanuel. On a toutes les deux une formation en linguistique et parce qu'on est fatigué de la diabolisation des anglicismes, on vous présente la réplique linguistique sur choc.ca. Allô Manu! Salut Isa! Je commence ma capsule aujourd'hui avec une question quiz pour toi et pour nos auditeurs et auditrices. Question quiz. Qu'est-ce que les mots quiz, justement, aluminium, aréna, système de son et poudre à pâte ont en commun? Selon le titre de ta capsule, je dirais que c'est des anglicismes. Oui. En effet, le titre de ma capsule vendait pas mal mon punch. Donc aujourd'hui, Manu, watch out! On parle d'anglicisme. Oh oh! Es-tu prête? Yes, ma'am. Nice. Let's go. Alors, il faut commencer par le commencement. C'est extrêmement cliché de dire ça, mais depuis la nuit des temps, les populations humaines en contact se sont échangées des mots. Ce qui veut dire que les langues s'échangent des mots. Exactement. Et c'est tout à fait normal. En fait, à la base, il faut se demander pourquoi on a besoin d'intégrer des nouveaux mots dans une langue. C'est une excellente question, ça, Isa. Souvent, c'est pour exprimer une nouvelle réalité. Si un autre groupe social a déjà vécu cette réalité, il y a probablement déjà un mot pour ça. Donc, le plus simple, c'est de lui emprunter le mot. C'est vrai. Exemple, quand le mets italien, qui consistait en une galette de pâte à pain avec des garnitures sur le dessus, est arrivé dans les pays francophones, on n'avait pas de mot pour ça. Donc, le plus simple, c'est d'utiliser le mot qui existe déjà en italien, c'est-à-dire pizza. Voilà. C'est ce qu'on appelle un emprunt linguistique. Donc, on peut simplement ajuster légèrement la prononciation pour l'adapter à la nouvelle langue. Et voilà, on a un nouveau mot. Comme pizza en français québécois. Exactement. Dans le cas de l'italien et du français, en plus, c'est deux langues qui sont relativement proches, donc c'est assez facile de s'échanger des mots. Un autre exemple, en arrivant en Amérique du Nord, les Européens ont rencontré plein de nouvelles réalités. Animaux, plantes, noms de lieux, pour lesquels ils n'avaient pas de mots. Donc, certains mots ont été empruntés des peuples autochtones, comme le mot carcajou, par exemple, qui est un animal qui vient de la langue Innu. C'est vrai. Alors, pour revenir à l'anglais, dans l'histoire, le français et l'anglais, évidemment, c'est deux langues qui ont été très souvent en contact et donc qui se sont échangés énormément de mots d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Ouais. Mais en ce moment, c'est sûr que le français en Amérique du Nord, par sa situation géographique, est très en contact avec l'anglais, donc va avoir tendance à lui emprunter beaucoup de mots. Il faut ajouter à ça un historique de domination économique des anglophones au Québec. Mais surtout aujourd'hui, il faut ajouter à ça une réalité mondiale qui est l'influence culturelle et économique hyper importante des États-Unis sur le monde entier et le fait que l'anglais s'est imposé comme la langue d'intercommunication mondiale dans plusieurs domaines. Donc, tout ça fait en sorte que, essentiellement, toutes les langues empruntent à l'anglais, notamment dans le domaine des technologies et de la culture populaire. Mais là, Isa, depuis tantôt, tu parles d'emprunt, mais c'est quoi la différence entre un anglicisme et un emprunt à l'anglais? Excellente question. Alors, la réponse, c'est rien. Ah, OK. Un anglicisme, à strictement parler, c'est simplement un emprunt à l'anglais. Rien de plus. OK. Pourtant, on s'entend qu'on a souvent l'impression que le mot anglicisme est péjoratif, n'est-ce pas? Et c'est vrai que le mot anglicisme est plus souvent utilisé pour parler spécifiquement des emprunts à l'anglais qui sont critiqués. Donc, par critiquer, je veux dire que certaines personnes ou institutions trouvent que ces emprunts-là ne devraient pas être utilisés en français. Au début de ma capsule, je vous ai nommé certains emprunts à l'anglais qui ne sont pas critiqués. Exemple, aluminium ou aréna. Ben oui, c'est fou, je savais pas que ces mots-là venaient de l'anglais. Mais oui. Puis il y a plein de mots qui viennent de l'anglais, en fait, donc qui sont à strictement parler des anglicismes, mais qui sont très bien acceptés et implantés en français. On a par exemple muffin, brownie, basketball. D'ailleurs, même le mot anglicisme lui-même vient de l'anglais. Mais voyons donc. Imagine-toi. Ben oui. Donc, il y en a vraiment plusieurs. Évidemment, on a aussi un grand nombre d'anglicismes qu'on sait qui sont critiqués. Ça, c'est les anglicismes typiques, disons.
Par exemple, j'en ai plusieurs exemples. Vous allez voir, faire un deal, let's go, un show, une plug, une gig, une toune, scroller, swiper, podcast, une joke, checker, faker, être smart, une job, flasher, catcher, pitcher, un toaster, des peanuts, c'est hot, c'est chill, c'est le fun, c'est cool, un party, breaker, scraper, une canne, du cash, un gun, une game, une shot. Ça devient un slam, cette capsule-là. Presque. Et j'aurais pu continuer longtemps encore, évidemment. Alors, j'ai fait exprès d'en beurrer un peu épais parce que parfois, on ne réalise pas l'ampleur de la présence de l'anglais en français québécois familier. Et je le souligne, ça concerne le registre familier. Ouais. Finalement, j'aurais une troisième catégorie d'anglicismes, des anglicismes plus subtils, je dirais. Okay. Hein? Donc, tantôt, j'ai parlé de poudre à pâte et de système de son qui sont apparemment parfois critiqués parce qu'on devrait dire levure chimique et chaîne stéréo. Il me semble que levure chimique et chaîne stéréo, c'est pas très commun. Et puis, Isa, poudre à pâte et système de son, ça sonne français, non? Très bon point. Effectivement, c'est des mots en français. Hein, il y a poudre à pâte, en fait, qui vient de baking powder. OK. Et système de son qui vient de sound system. C'est qu'en fait, il y a plusieurs types d'emprunts linguistiques. On a l'emprunt qu'on appelle intégral, où on prend carrément le mot de l'autre langue, comme panini, football ou wiper. Mais on a aussi des emprunts qui viennent de la structure de la langue. Il y a plusieurs termes techniques qui existent, mais on peut en général appeler ça des emprunts par calque. OK. Exemple, tomber en amour et non tomber amoureux, ça vient de fall in love en anglais. On a aussi le mot lumière, lumière rouge, lumière verte, qui vient de light, pour lequel on devrait dire feu de circulation. OK. J'ai même appris que l'expression mélange à gâteau est un calque de l'anglais qui vient de cake mix et qu'on devrait dire préparation pour gâteau. Mon Dieu, ça finit plus. Ouais. Le fameux bon matin est aussi dans cette catégorie-là. Parle-nous pas là-dessus, Isa. Donc, il y a énormément d'emprunts par calque qui sont critiqués. Donc, quand on parle d'anglicisme, c'est souvent pour désigner les emprunts à l'anglais qui sont critiqués. Là, je comprends bien. Mais critiqués par qui exactement? Et pourquoi certains emprunts sont critiqués et d'autres non? Effectivement, c'est la question qui tue. Oh. Alors, au Québec, notre autorité en matière de langue et d'anglicisme, c'est l'Office québécois de la langue française ou OQLF. Ouais. Alors, j'ai consulté leur politique de l'emprunt linguistique qui date de 2017. Et honnêtement, c'est quand même très complexe de comprendre pourquoi ils acceptent ou non les emprunts à l'anglais. Et surtout, ce n'est pas une science exacte. Mais c'est intéressant que tu aies fait ça, Isa. J'ai hâte de t'entendre. Oui, bien, en fait, il y a plusieurs critères quand même. Donc, il y a plusieurs critères qui vont justifier l'acceptation ou pas d'un emprunt. Ouais. En gros, je vous résume grossièrement les principaux critères. Premièrement, ça fait combien de temps que l'emprunt est utilisé? Okay. Si ça fait très longtemps, ben on va considérer que c'est mieux intégré dans la langue française. Ensuite, jusqu'à quel point l'emprunt est répandu? Si un emprunt est très répandu, il va être plus facilement accepté. Ensuite, évidemment, il y a la question de est-ce qu'on a un mot équivalent en français? Oui. Si on n'a pas de mot équivalent, ben c'est sûr que ça va être plus facile d'accepter l'emprunt. Ben oui, c'est important. Et pour terminer, il y a comme une hiérarchie dans les types d'emprunts, si on veut. OK. L'emprunt par calque serait mieux accepté que l'emprunt intégral. Par exemple, l'expression « fin de semaine », c'est un emprunt par calque de l'anglais « week-end ». OK. Mais parallèlement, on a aussi l'emprunt intégral « week-end » qui existe. Donc, entre les deux, on va préférer l'emprunt par calque « fin de semaine ». Qui sonne plus français. Exact, c'est ça. Okay. C'est le même principe avec téléphone intelligent et smartphone, par exemple. OK. Donc, pour conclure, je vais y aller de mon petit éditorial. C'est normal de vouloir protéger le français en Amérique du Nord et donc de vouloir limiter les emprunts à l'anglais. Mais quand on regarde la liste des anglicismes critiqués, c'est tellement long, c'en est sincèrement étourdissant. Je te le fais pas dire. Oui, je pense que parfois, l'OQLF, en étant hyper lent à accepter certaines formes qui sont très utilisées et en étant vraiment très restrictif sur les emprunts par calque, ben, ça peut finir par diluer le message un peu. Tellement. Ceci dit, j'invite tout le monde à consulter les pages sur les emprunts et les anglicismes de l'Office québécois de la langue française et du dictionnaire Usito. Ouais. Je vais mettre les liens dans la description. Génial. Je pense que ça peut aider à nuancer nos propos sur les emprunts à l'anglais
et éviter de diaboliser certaines formes linguistiques qui, de toute façon, on va se le dire, vont exister, peu importe combien l'OQLF s'y oppose. Très vrai. Merci Isa d'avoir réussi à mettre un peu d'ordre dans tout ça. Merci.